Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer directement à la table ronde. Donc, pour la table ronde, nous avons en premier, tout d'abord, Martin Gibert qui va animer la table ronde. Donc, Martin Gibert, chercheur en éthique de l'IA à l'UDM, affilié au CRE et à Ivado, auteur de Faire la morale aux robots. Bonjour Martin. Bonjour, rebonjour. Oui, de retour. Donc, ensuite, je pense que tu voulais Présente Maxime et puis je vais poser tout de suite ma ouais, question à Maxime. Parce que je vais commencer faire avec la un premier tour présentation. avec une question individuelle, puis après ce sera question commune. Parfait. Donc, Maxime Deslongchamps-Gagnon est nouvellement docteur en études cinématographiques et chargé de cours à la majeure en jeux vidéo à l'Université de Montréal. Sa thèse porte sur le rôle de l'expérience émotionnelle des jeux vidéo narratifs dans le développement éthique des joueurs, joueuses. Il est auxiliaire de recherche pour le laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique. Il a publié sur le sujet de l'émotion en jeu vidéo dans son rapport à l'esthétique et l'éthique de la vertu, sur le genre du Walking Simulator, ainsi que sur les relations entre cinéma et jeux vidéo. Bonjour Maxime. Oui, bonjour Maxime. Alors, moi, je ne sais pas si tu as assisté à ma présentation ce matin, mais j'avais comme un genre de thèse qui consistait à dire qu'il faut passer par l'éthique des jeux vidéo pour mieux comprendre l'éthique de la VR. Et dans cette perspective, je trouvais intéressant de commencer avec toi et puis te demander tout simplement c'est quoi la place de l'éthique dans ta thèse? Et peut-être une question plus précise que je n'ai pas abordée ce matin, le fameux passage de la violence des jeux vidéo à la violence réelle. Qu'est-ce que disent les plus récentes études? Mhm. Donc, je pourrais commencer par un peu donner quelques pistes sur à quoi ma thèse consiste, en fait, pour que vous puissiez suivre un peu les arguments, mon argumentaire que je propose là-dedans. Parce que j'ai une approche qui est assez psychologique, donc je ne suis pas tant intéressé par les statuts moraux des agents, comme les personnages, les mondes de jeu et tout ça. Mais vraiment, c'est notre rapport, c'est notre expérience aux jeux vidéo qui m'intéresse. Puis je pense que c'est ça qui a un grand potentiel d'éclairer les discours normatifs. Puis c'est pour ça que je vais référer notamment à l'éthique de la vertu, parce que l'éthique de la vertu, c'est une éthique qui est très sensible à la question, aux questions psychologiques, parce qu'elle cherche à décrire c'est quoi un caractère, c'est quoi les émotions, mais aussi parce que elle s'inscrit dans une espèce de rationalisme moral modéré où nos émotions ont aussi un mot à dire dans notre vie morale, qui sont très, très importantes, elles ne sont pas intrinsèquement irrationnelles. Donc, ma thèse, elle va être séparée en trois grandes parties, si on peut dire. La première partie, je vais commencer par c'est des choses qui ont encore un très jeune champ d'études, le champ des études du jeu vidéo. Je vais commencer par essayer de conceptualiser c'est quoi l'expérience émotionnelle du jeu vidéo, comment on organise nos motivations, comment on prépare l'occurrence de nos émotions et tout ça. Donc, en passant, par le jeu, c'est lui qui va un peu organiser notre expérience émotionnelle. Hein. Parce que c'est pas nous qui décident si on a de la peur, de la colère. Hein. C'est pas notre contrôle. Et puis, je vais examiner ensuite comment, et ça c'est l'enjeu qui va un peu suivre mon parcours, tout le long de mon parcours, c'est le constat qui est un peu similaire à celui de la moralisme. Encore là, ce n'est pas un constat métaphysique, c'est plutôt un constat expérientiel, c'est-à-dire que souvent, lorsqu'on joue à des jeux vidéo, on est vraiment capable assez facilement de se désengager moralement, entre guillemets. C'est-à-dire que de faire certaines actions puis se dire, ben, c'est juste un jeu. C'est pas grave si dans un jeu vidéo comme Grand Theft Auto, que j'écrase un paquet de piétons avec ma voiture de sport. C'est pas grave si je suis en train de tirer d'un arme à feu sur un autre personnage, une autre entité, peu importe. Parce que c'est juste un jeu. Hein, parce que nous, quand on joue, on est supposé voir une couche de signification sous-jacente à ce qui apparaît superficiellement à l'écran, c'est-à-dire que ben, le personnage que j'ai tué, ben, il me permet, je dois faire cette action-là pour atteindre ma condition de victoire. Hein. C'est un peu
c'est un peu l'idée que, comme aux échecs, en fin de compte, mais la reine, c'est pas juste une reine comme au sens commun, c'est la reine, on la définit ainsi parce qu'il y a des règles qui postulent qu'elle a des possibilités d'action, qu'elle peut aller dans chaque direction, etc. Donc, la reine, que je la remplace par une punaise ou par n'importe quoi, un crayon ou peu importe, c'est encore la reine tant qu'elle exerce ces possibilités d'action-là dans le cadre des règles du jeu. Donc, c'est facile ainsi de voir les jeux vidéo comme ça, puis de comprendre que finalement, lorsqu'on joue, on peut, comment dire, se départir de toutes les questions éthiques qui pourraient naître du monde qui est représenté. Et puis, pour m'attaquer à ces questions-là, je vais justement recourir à une éthique de la vertu qui, elle, va me permettre d'utiliser la métaphore du jeu vidéo comme terrain d'entraînement. C'est-à-dire que, un peu par analogie, lorsque je joue à un jeu, je ne suis pas en train de prendre une pause de mon éthique. J'ai l'occasion de continuer à travailler sur mon caractère puis à cultiver de bonnes dispositions émotionnelles dans la condition où ces jeux-là vont me susciter des bonnes émotions, entre guillemets. Alors, puis je termine avec, donc je propose plein de jeux que j'analyse. C'est un corpus de jeux que j'appelle des jeux édifiants qui vont nous aider à développer notre éthique. Donc, c'est pour contextualiser. Et en 2 mots sur la recherche sur la... Alors, pour la violence, c'est donc moins en moins de consensus. Moi, ce que je pense qui est difficile au niveau méthodologique, c'est que ces chercheurs doivent être capables de distinguer toutes les sources d'hostilité que peut vivre la personne qui joue à des jeux vidéo au contenu violent. Donc, ça peut découler aussi du niveau de difficulté du jeu, du contexte de compétition. Et ensuite, on doit être capable de repérer ça par rapport à tous les autres antécédents qui peuvent contribuer, les facteurs sociaux qui peuvent contribuer à la violence dans la vie de la personne. Et puis, les dernières méta-analyses disent que finalement, comparativement à une personne, par exemple, qui a grandi dans un foyer et qui a connu de la violence à domicile, la violence des jeux vidéo est bien insignifiante sur sa vie. Et puis d'être capable ensuite d'observer, mais on n'observe souvent pas cette violence-là par la suite. C'est qu'on émet des constats de risque, de probabilité. Si la personne a vécu ça, il y a des risques qu'elle agisse ainsi par la suite. Moi, je pense que je trouve que c'est un débat qui stagne un peu parce que je trouve qu'on est à un stade où, pour le revitaliser, il faut faire des analyses conceptuelles, il faut s'intéresser à, comme on le fait aujourd'hui dans cette journée d'études, être capable de différencier l'action réelle de l'action fictive ou virtuelle ou vidéoludique. Lorsqu'on s'arrête à un jeu, d'être capable de comprendre quelle sorte de joueur, de modèle de joueur que ce jeu prescrit-là, c'est pour qui est fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue? Ça, c'est des questions que je pense qui enrichiraient le débat. Puis moi, je suis plus sympathique à une position qui est particulariste, c'est-à-dire qu'au lieu d'émettre la généralisation, ce que les jeux vidéo violents rendent violents, je pense que c'est plus intéressant de jouer à des jeux individuellement, de les analyser individuellement, puis après d'évaluer les enjeux éthiques que chacun d'eux soulève. Et puis à la fin aussi, je pense que le plus important, c'est peu importe si je fais des actions violentes ou pas, si on privilégie un point de vue psychologique, il faut se rappeler aussi que c'est important de savoir que est-ce que le jeu m'encourage à avoir une adhésion, une attitude favorable à cette violence-là. Quelle sorte d'attitude veut-on cultiver? Parce que ça se peut bien qu'on me fasse faire des actions qu'autrement on ne ferait pas dans le monde réel, entre guillemets. Et puis, mais que ça sert finalement un commentaire narratif, que là, finalement, on soit capable ainsi de me faire exécuter des actions violentes, mais qui sont traitées d'une manière sérieuse, d'une manière critique. Alors ça, il faut donner aussi cette possibilité-là au jeu, de reconnaître cette possibilité-là. Merci. Alors, je vais passer la parole à Oriane, mais Alexandra, peux-tu nous la présenter? Oui, certainement. Alors, Oriane Morier, diplômée depuis 2016 de l'École normale supérieure de Paris. Oriane est actuellement en 3e année de doctorat en études cinématographiques à l'Université de Montréal sous la direction d'Isabelle Reynaud. Financée par la Bourse d'études supérieures du Canada Vanier depuis 2018, son sujet de thèse porte sur les mutations de l'écriture scénaristique à l'ère des nouvelles technologies. Oriane est scénariste de films, dramaturge pour le théâtre et journaliste culturel pour les magazines en ligne montréalais Qui fait quoi et Le Lien multimédia.
Parallèlement à sa thèse, Oriane se concentre aussi sur l'écriture et la réalisation d'une œuvre en réalité virtuelle intitulée Underwater, pour laquelle elle a reçu une bourse du Centre national du cinéma, Fonds aux nouveaux médias. Bonjour Oriane. Bonjour. Bonjour Oriane. Alors, un petit peu même question pour Maxime, mais 2 mots sur ta thèse, mais surtout, ce que je voudrais savoir, c'est, puisque tu es créatrice aussi de réalité virtuelle, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, si, mettons, par distinction avec créer un film ou quelque chose comme ça? Ok, ça marche. Alors, c'est une grande vaste question. Là, sur ma thèse, je pourrais en parler pendant des heures. Pour 2 minutes. Pour faire short and sweet, je dirais que donc, le focus de ma thèse, c'est vraiment la création. Donc, à l'inverse de Maxime, je ne vais pas m'intéresser à la réception. En tout cas, ce ne sera pas mon point de vue principal. Et du coup, moi, je m'interroge, donc voilà, comment est-ce qu'on crée en réalité virtuelle, comment est-ce qu'on conçoit en réalité virtuelle. Et dans le cadre de cette journée d'études, là, je m'intéresse notamment à l'utilisation de l'empathie, puis comment est-ce qu'on provoque l'empathie en réalité virtuelle pour servir, par exemple, des causes comme susciter ou éveiller l'attention sur la crise migratoire, éveiller l'attention sur des questions comme le suicide, ce genre de choses-là. Donc ça peut être un point de vue éthique, là, et notamment, voilà, donc l'empathie est quelque chose de très important. Pour répondre à ta deuxième question dans la minute qui me reste, ou les 30 secondes qui me restent, t'inquiète que ça, si je dirais que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité virtuelle, en tout cas dans la période que j'étudie, c'est-à-dire 2017-2020, ça n'a pas encore trop changé, mais ça commence un peu à changer. Ce n'est pas vraiment un média au sens de cinéma, théâtre, etc. C'est encore un médium, c'est-à-dire une technologie qui est utilisée pour créer des œuvres. Et généralement, les auteurs, c'est des auteurs qui viennent d'art établi, de cinéma, de théâtre. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils font un film en réalité virtuelle, ils font une pièce de théâtre en réalité virtuelle, ils font un jeu vidéo en réalité virtuelle. Donc, ce n'est pas une œuvre réalité virtuelle qui aurait un même aspect, mais c'est en fonction des créateurs, on a des types d'expériences différents. Et la création, du coup, va être différente. Ils vont exploiter les technologies de façon différente pour jouer entre eux, interaction, immersion, ce genre de choses-là. Et s'il y a quelque chose qui est un peu commun quand même à tous, parce que c'est un peu le but de ma thèse, c'est de regarder ça, c'est peut-être la considération, mais qu'on avait déjà un peu dans les jeux vidéo, là je pense que Maxime pourra confirmer, c'est prendre vraiment comme centre de la création le point de vue de l'utilisateur. Qu'est-ce que je veux que mon utilisateur vive, fasse, dans quel univers je veux qu'il soit émergé, qu'est-ce que je veux qu'il expérimente vraiment. Et donc, on a tout un tas d'écritures, puis c'est un peu la conclusion de ma thèse là. Non seulement on a une écriture qui est spatialisée, puisqu'en 360 degrés, en fait, on ne peut plus décider qu'est-ce que regarde l'utilisateur, il peut tout regarder en fait s'il veut. Donc, comment guider son regard? Je parle vraiment d'une chorégraphie du regard qui doit être faite. Et aussi, en fait, quel est le point de vue de l'utilisateur? Puis c'est vraiment centré, tout ce qui est schéma, tout ce qui est document de création, qui est vraiment centré à partir de l'utilisateur. Alors qu'au cinéma, par exemple, pour être un petit peu plus clair, au cinéma, on sait qu'il va arriver dans la salle, les lumières vont s'éteindre, il va être assis pendant tout le film, il va regarder le film, mais ce sera un cadrage qui sera déjà décidé par le réalisateur. Et puis ensuite, il va partir, il va sortir de la salle, la lumière va se rallumer, etc. Alors qu'en réalité virtuelle, il y a aussi des modalités d'expérience. Est-ce qu'on regarde dans un musée? Est-ce qu'on regarde dans un cinéma? Est-ce qu'on regarde chez soi avec son propre casque? Est-ce que c'est une installation? Donc, il faut penser à toutes ces choses en fait, que va vivre le spectateur, utilisateur, visiteur. Il y a tout un tas de terminologies, on pourra y rentrer dedans. Mais voilà. Ok, merci bien. Je vais passer à Dave, Alexandra, sa bio. Dave, excellent. Alors, Dave Anctil est professeur au Collège Jean-de-Brébeuf et chercheur affilié à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Chercheur en philosophie et en technologie, ses recherches portent sur le développement et l'intégration éthique et politique des nouvelles technologies numériques et robotiques dans les systèmes humains. Ses publications récentes, en collaboration avec Simon Dubé et Maria Santaguida, élargissent les frontières de la recherche sexologique aux nouvelles technologies ainsi qu'à l'exploration spatiale.
The Case of Space Sexology, Aerobots as Research Tools, Overcoming the Ethical and Methodological Challenges of Sexology et Foundation of Aerobotics sont parmi les œuvres qu'ils ont collaborées. Bonjour Dave. Allô Dave. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Alors, deux questions, qui est un peu la même. Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par aérobotique et puis nous donner un exemple d'enjeu moral qui apparaît quand on croise la sexualité et puis la réalité virtuelle? Oui, alors, le domaine de l'aérobotique, c'est un domaine que j'ai cofondé avec Simon Dubé dans le cadre de sa thèse de doctorat, donc en neurosciences de la sexualité et donc à la frontière de la psychologie et de la sexologie, des neurosciences et ainsi de suite. Et dans le fond, l'objectif de l'aérobotique, c'était d'étudier en commun l'interaction entre les agents artificiels, donc des IA en mode réalité virtuelle augmentée ou les fameux robots sexuels ou d'autres types en fait d'agents. Autrement dit, la nouvelle génération de la sextech, des technologies qui sont appliquées du point de vue sexuel, ce qui comprend des applications de rencontres, des chatbots qui font du sexting ou qui font de l'éducation sexuelle. Donc, autrement dit, les robotiques, c'est l'étude de ces nouveaux phénomènes-là, interactifs et plus immersifs dans le comportement humain et dans le développement de technologies qui sont de plus en plus socio-sexuelles ou plutôt socio-érotiques, parce que ce n'est pas toujours donc sexuel comme tel. Beaucoup de phénomènes d'amitié, d'attachement, de phénomènes de compagnie pour combattre la solitude et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce domaine-là aérobotique, parce que l'éros est une notion beaucoup plus englobante qui touche au désir et au type de relations qui sont développées entre les humains et des systèmes technologiques. Maintenant, j'aurais beaucoup à dire sur les enjeux éthiques, évidemment, comme tu peux l'imaginer, quand ça touche à la sexualité, ça touche à l'intimité, ça touche à des valeurs et des tabous sociaux qui sont très importants. Je dirais par contre que si j'avais à donner un exemple, ça va un peu t'étonner. Ce ne sera pas les exemples qui viennent habituellement quand, par exemple, je discute avec les journalistes qui nous posent des questions sur ces sujets-là. Par exemple, est-ce qu'avoir une relation sexuelle en réalité virtuelle avec un avatar, ça compte pour tricher ou tromper le couple? Je n'ai pas de réponse, évidemment, à donner sur le sujet, personnellement. C'est plutôt, en fait, l'enjeu de l'exclusion de la recherche et du financement de la recherche en particulier sur la sexualité dans le domaine de la réalité virtuelle augmentée et ainsi de suite. Alors, pour moi, l'enjeu éthique premier, là, c'est le fait qu'on est en train de refaire la même erreur qu'on a fait avec l'Internet, c'est-à-dire qu'on laisse le secteur de la sextech être pris en charge par des entrepreneurs qui n'ont qu'en tête que les profits, sans se préoccuper du bien-être sexuel des personnes. Alors pour moi, ça pose un problème parce que, comme d'habitude, la recherche en sexualité, comme elle touche sur un sujet très tabou au plan social et qui rend très inconfortable en particulier les scientifiques eux-mêmes, particulièrement dans le domaine des technologies, elle ne fait pas l'objet d'une recherche soutenue par les organismes de recherche, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de spéculations sur des risques qu'on ne peut pas étudier, bien entendu. Et deuxièmement, bien sûr, ça laisse toute la place à des entrepreneurs et des entreprises. Par exemple, l'exemple paradigmatique, c'est Pornhub, qui vont dans le secteur de la pornographie prendre toute la place et bien sûr, les revenus qui viennent avec des dynamiques d'exploitation, d'exclusion et ainsi de suite. Donc, je te dirais que le principal enjeu éthique pour moi, dans mon travail de chercheur, c'est ça. Beaucoup plus que les questions, je dirais, hypothétiques, mais intéressantes par ailleurs, du point de vue de la morale de la sexualité à l'ère, par exemple, de la réalité virtuelle et des métavers. Cela dit, je pourrais y revenir plus tard. Merci beaucoup. On va passer à notre quatrième et dernière panéliste, Marie-Hélène Parizeau. Alexandra, je te laisse l'introduire. Oui, alors, Marie-Hélène Parizeau est professeure titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval et enseigne la philosophie morale, la bioéthique et l'éthique de l'environnement depuis 1987. De 2003 à 2010, elle a été titulaire de la chaire de recherche senior du Canada en bioéthique et en éthique de l'environnement. Elle a été présidente de la COMES, Commission mondiale de l'éthique de la science et de la technologie, de l'UNESCO, de 2016 à 2019. Elle a publié de nombreux ouvrages au PUL, dont le dernier en 2022 avec Vanessa Nourok,
le CARE au cœur de la pandémie. Et en 2021, avec José-Anne Gagnon, de la médecine technicienne à la santé écologique, repenser la bioéthique. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai gardé la question la plus difficile ou la plus générale, en tout cas. Vous avez donné un séminaire sur l'intelligence artificielle et l'anti-humanisme à l'Université Laval, si mes sources sont correctes. Et bon, je voudrais vous demander comment est-ce que vous définiriez l'humanisme et surtout, est-ce que, selon vous, l'humanisme est compatible avec la réalité virtuelle? Oui, c'est une question un peu complexe. Oui, c'est un séminaire que je donne actuellement, en fait, et qui s'appelle l'intelligence artificielle, un anti-humanisme, point d'interrogation. Hein? Donc, il y a le point d'interrogation qui est quand même important ici. Et effectivement, on a commencé à essayer de comprendre comment le projet de la modernité pouvait aboutir à toute cette idéologie du post-transhumanisme qui a comme pris la place de l'humanisme de la modernité, l'humanisme du 18e et du 19e siècle, qui était tout orienté vers l'idée du progrès, tout orienté vers la centralité de l'être humain, hein, qui à ce moment-là s'affirme et où l'être humain devient, enfin l'homme devient la valeur suprême par sa raison et par son action libre, hein, c'est-à-dire l'autonomie à la fois de sa raison et puis à la fois de ses actes. Donc, il y a véritablement dans l'humanisme classique un privilège de la raison et puis une volonté libre qui s'affirme contre, évidemment, tout le christianisme du Moyen-Âge et puis du début de la Renaissance, puis qui est encore prégnant au 18e et au 19e siècle, mais tout le mouvement, tout le projet de la modernité, c'est de dire que finalement, l'homme peut se passer de Dieu. Hein, donc, c'est Simon de Laplace qui dit Dieu est une hypothèse dont je peux me passer. Donc, ici, on a vraiment une autonomisation centrale de l'être humain. Et paradoxalement, quand on commence à travailler un peu les thématiques autour de l'intelligence artificielle et surtout, moi j'appelle ça des idéologies scientifiques qui sont, comment dirais-je, à la périphérie de l'intelligence artificielle comme du numérique d'une façon générale, puis ça a été bien évoqué à plusieurs reprises dans certains comment dirais-je, des communications aujourd'hui. On est véritablement dans un autre, comment dire, un autre registre, hein, idéologique où on a l'impression, et c'est la question que je me pose dans le fond, est-ce que le post et le transhumanisme sont en continuité ou au contraire en opposition avec l'humanisme des Lumières? Et on peut voir des points de rupture puis des points de continuité. Bon, si vous me laissez encore une minute, oui. Je vais juste identifier quelques points de rupture. C'est clair que la question du rapport au corps ici est vraiment un point de rupture, puisque dans le fond, le discours du post-transhumanisme veut en finir avec le corps ou alors veut l'améliorer au point d'être une machine, alors que dans l'humanisme classique, il n'y a pas ce rejet du corps, de la corporéité. Ce qui est assez frappant dans le post- et transhumanisme, c'est finalement un certain abandon de l'idéal de l'autonomie de l'humain, de l'homme, au profit de la perfection des machines. Donc ici, on a cet idéal d'autonomie qui est comme plus ou moins abandonné. Il y a aussi cette idée de dépasser la finitude humaine dans le post-transhumanisme parce que les capacités de l'homme sont limitées. Et donc, il y a vraiment, ça a été évoqué, l'obsolescence de l'homme, etc., Gunther Anders. Et c'est tout à fait des thèmes qu'on peut saisir là, à travers cette littérature. Un qui a pas mal travaillé ça, c'est Jean-Michel Beignet, qui montre qu'il y a aussi dans le post-humanisme une espèce d'absence de combativité. C'est-à-dire qu'il y a comme un refus du conflit qui pourtant structure les relations humaines et que dans le post-transhumanisme, il y a un laisser-cours à l'indéterminé, c'est-à-dire où justement on n'entre pas dans la détermination des rapports, des relations humaines. Et enfin,
évidemment, ben, c'est le grand thème du remplacement de l'homme par les machines, mais qui est sur fond d'une espèce de déterminisme historique et puis comme une espèce d'eschatologie. Donc, on est très proche du discours, en fait, certains aspects du discours religieux dans le transpost-humanisme. Donc, si je me résume, si vous voulez, il y a à la fois des points de rupture qui sont quand même importants, puis des points de continuité avec, finalement, l'importance comment dirais-je, d'un facteur, d'un principe d'autonomie qui va être en quelque sorte délégué aux machines. Donc, il y a quand même plus de points de rupture que de continuité. Merci. Donc, après ce premier tour de table, là, maintenant, ça va être des questions qui s'adressent à tout le monde et puis vous êtes même invité à répondre aux autres intervenants. La première question assez concrète, là, plutôt de philo-politique, en un certain sens, c'est tout simplement qui devrait gérer les mondes virtuels, parce que ça pourrait être, actuellement c'est plutôt des entreprises, mais ça pourrait être l'État, ça pourrait être les utilisateurs, par exemple Meta qui va être le métaverse de Facebook et propriété à 53% de Zuckerberg. Et donc, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle d'une part, qui devrait gérer? Et puis, est-ce que Meta est une bonne nouvelle? Qui veut se lancer là-dessus? Je vais me lancer. Oui, merci Dave. Je vais jouer mon vieux rôle de philosophe politique. Ben, évidemment, je pense qu'il n'y a personne autour de la table qui ne sera pas inquiet du poids qu'ont les multinationales comme Meta dans cette économie nouvelle de l'Internet 3.0, dans les cryptos, évidemment, les projets de métavers eux-mêmes. Mais je ne pense pas qu'on ait encore une théorie ou une philosophie politique ou une théorie politique qui nous permette de déterminer ce serait quoi la part, par exemple, du secteur privé, du secteur public, des utilisateurs en tant qu'ils sont citoyens, du numérique et ainsi de suite. Je pense qu'on est vraiment dans une phase justement de réflexion profonde. Moi, je suis très modeste dans mes prétentions là, à défendre un argument qui serait analogue à celui qu'on peut manifester pour nos propres sociétés politiques. C'est clair qu'on n'est pas encore rendu à un stade où on pourrait complètement dissocier le projet technologique lui-même et le projet social qui vient avec les métavers. Des capacités, évidemment, des capitaux qui sont détenus par le secteur privé. On n'a pas du tout ces capacités-là dans le secteur public pour des raisons évidentes. On s'occupe du monde et des priorités de la vie physique et réelle, et même difficilement et pas assez, je dirais personnellement. Donc, il y a une part évidente, à mon avis, du secteur privé pour développer ces technologies numériques-là, pour ceux en tout cas qui y souscrivent et qui n'y voient pas un destin anti-humaniste. Mais présentement, le type d'univers qui est conçu et construit par Meta, par exemple, par Zuckerberg, et le poids que la personne de Zuckerberg a lui-même sur sa conception-là, ben, elle ne convient pas du tout à ceux qui sont déjà présents dans la réalité virtuelle et dans le numérique, dont moi. Pour moi, c'est un Disneyland qui est aseptisé, qui est très centré sur une vision américaine, bien sûr, et on le sait très bien, consumériste du monde, qui va donner des opportunités aux développeurs et aux entrepreneurs de petites entreprises, c'est certain, mais qui m'inquiète beaucoup, évidemment. Donc, mais je ne pense pas qu'on a encore une véritable théorie politique qui serait capable d'être le fil directeur de notre débat de société pour ce que sera cette société du métavers. Moi, j'irais un petit peu dans le même sens. Hein. Je crois qu'effectivement, on est face à un énorme marché de la consommation, hein. C'est-à-dire qu'on relance un système de consommation, on relance un capitalisme qui fonctionne sur l'innovation technologique. Ici, les problèmes qu'on peut voir, c'est que qui contrôle le système et à qui profite le système. Donc, on a à faire face à vraiment des entreprises qui ont une telle capacité financière, une telle puissance qu'elles investissent tout un champ et imposent leurs règles. Et ce sont des règles
tout simplement de marché de consommation. Donc, on a des questions qu'il faut se poser sur, par exemple, à un autre niveau, quels sont les effets de... Est-ce qu'on est dans une uniformisation de la culture, par exemple, à une beaucoup plus grande échelle, ce qui a été évoqué tout à l'heure, le Disneyland. Quid de l'autonomie des créateurs là-dedans? Moi, je questionne beaucoup le fait que, justement, ça draine énormément les créateurs qui sont obligés à ce moment-là de se conformer, si vous voulez, à ce modèle de consommation. Donc, on a des questions à se poser, puis je crois que quid de l'éducation du citoyen? Donc, ça, c'est pour moi des questions qui sont très larges. Je suis d'accord, on est au début de la réflexion. Maxime ou Oriane, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, moi, je veux bien simplement dire, dans cette question-là, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est la question de la donnée. Je pense que cette réflexion sur qui possède ces univers virtuels sont à rapprocher des réflexions qu'on a sur qui possède les données, parce que ce qui m'intéresse dans cet univers-là, c'est que on génère des données, où est-ce qu'on va, quelles microtransactions on fait, qui on rencontre. Et aujourd'hui, on est dans un modèle où la donnée appartient non pas à ceux qui la produisent, c'est-à-dire non pas aux citoyens, mais à la structure technologique qui la reçoit. Et c'est un peu la même dérive qu'on a avec les données générées sur Facebook ou les données générées sur les réseaux sociaux en général, qui nous échappent et qu'il est très, très, très difficile de faire effacer, de se réapproprier, etc. Donc, je pense que simplement, cette question me paraît ultra pertinente, mais aussi à rapprocher en continuité avec tout ce qu'on est en train de développer sur à qui appartient la donnée. Je sais pas si tu étais là pour la présentation de Kaiser, avec on va avoir des données, des nouvelles données biométriques, notamment le eye tracking, pour savoir où on regarde. Exact. Ça va avoir beaucoup de prix pour notamment le neuromarketing. Ouais. Exact. Mais c'est pas nouveau, le eye tracking en publicité, ça date quand même de certaines décennies. Mais c'est vrai que utilisé avec des technologies qui permettent autant de précision, effectivement, ça pose d'autres enjeux. Maxime, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, assez bref, parce que je pense que les autres interlocuteurs ont très bien résumé la situation, mais c'est difficile de se réjouir parce qu'à la fin, c'est aussi, il y a tout l'aspect marketing autour de ça, c'est-à-dire que, Facebook arrive avec cette annonce-là, mais une annonce qui, d'étendre ça, les métavers, mais c'est au cœur d'un paquet de controverses autour de, Facebook est très conscient des effets que sa plateforme a sur les ados, très conscient d'un paquet de mauvais effets que sa plateforme a, et puis va lancer son annonce de métavers, ce qui est un peu une distraction finalement, une innovation technologique qui est simplement ça, qui n'est pas une innovation sociale malheureusement. Et puis je me demande aussi, c'est pour qui on fait on crée ces mondes-là. En ce moment, qui a des casques de réalité virtuelle? C'est beaucoup les joueurs, à vrai dire, ou les friands de technologie. Alors, je trouve que c'est un marché qui est assez niché, puis c'est un peu difficile de voir cette annonce-là autrement que comme étant un peu du vent, finalement. Diversion, oui. Ma question suivante, elle est très, très ouverte. C'est selon vous, quel est le risque éthique, quelque chose un concept que je ne vais pas définir, vous en faites ce que vous voulez, mais le plus gros risque éthique qui accompagnerait le développement de la réalité virtuelle, qui aurait... Moi, je veux bien commencer, oui? si c'est bon pour tout le monde. En fait, il y a deux choses ici. Moi, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse assez peu à ce qu'on appelle le social VR, qui sont ces plateformes sociales en réalité virtuelle dans lesquelles on peut rencontrer des gens, etc. Mais je pense que si je devais définir un risque éthique, c'est là où je le verrais. J'ai lu quand même quelques articles, quelques études sur le social VR et ça rejoue d'une certaine manière les codes sociaux où on a clairement une désinhibition et on assiste énormément à ce qu'on peut rapprocher du cyberbullying
où on a vraiment en fait, des personnes qui vont embêter d'autres personnes, notamment parce que on est chez nous, on est derrière voilà, on a un avatar, par exemple, on ne ressemble pas à qui on ressemble, à ce quoi on ressemble, voilà. Et donc, ça permet en fait certaines actions qui, si elles étaient faites physiquement, en fait, seraient vraiment répréhensibles. Elles le sont aussi dans ces mondes virtuels-là, mais c'est plus facile de se rapprocher de quelqu'un, de justement aller trop près, de ne pas respecter les codes sociaux dans ces univers-là, que dans la vraie vie, on va dire, où on peut être imputable de nos actes. Donc, je pense que si c'est un risque éthique, c'est de transformer les relations sociales et de permettre des actions qui sont socialement répréhensibles. Je suis assez d'accord avec Oriane ici parce que, enfin, je pense que c'est quelque chose qui est déjà en place. En fait, cette espèce d'amoralisme-là, ou d'un point de vue plus psychologique, ce serait un désengagement moral, justement. Le fait que tout d'un coup, lorsqu'on est dans un monde de réalité virtuelle ou dans un jeu vidéo en ligne ou peu importe, ben là, tout d'un coup, c'est comme si on avait le droit de faire une exception, un statut d'exception. C'est juste un jeu ou c'est juste un monde de réalité virtuelle ou c'est juste un monde fictif. Donc là, j'ai des permissions que je ne m'octroie pas en temps normal, mais ces permissions-là que je me donne, encore là, d'un point de vue de l'éthique de la vertu, ben, il y a un risque de négliger son caractère, de ne pas pratiquer justement ces vertus-là. Martin t'a fait écho à la présentation de Casey. J'aurais vraiment voulu voir, mais je n'ai pas pu y assister. Mais la question des données biométriques, moi, ça me fait vraiment, ça me donne un peu la chair de poule, là, surtout par rapport aux jeux vidéo multijoueurs qui cherchent beaucoup à accaparer le temps de leurs utilisateurs, qui font vraiment beaucoup d'efforts en ce sens-là avec les playtests et tout ça. Mais là, aller chercher les données biométriques, là, c'est vraiment, ça peut être une manière de vraiment d'anticiper des réactions affectives, comportementales, la vision aussi, être capable de savoir quelle sorte de récompense, quelle sorte d'événement mon joueur a besoin pour rester un peu plus longtemps dans son jeu. On sait qu'il y a déjà tous les systèmes de récompense en place qui font féliciter les joueurs pour des actions banales en ce moment. Donc, j'ai juste besoin de me connecter à mon jeu puis d'y jouer 30 minutes pour avoir des récompenses, mais il faut que je revienne à tous les jours. Alors là, c'est une espèce d'engagement qui est très malsain et que les données biométriques peuvent renseigner. Alors, ça, oui, effectivement, pour moi aussi, ça crée un malaise personnellement. Merci. Dave ou Marie-Hélène? Dave? Voulez-vous y aller, Marie-Hélène? Oui, c'est comme vous voulez, vous pouvez y aller. Allez-y, Marie-Hélène, allez-y. Bon, moi, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit. Je crois que la question, personnellement, que je me pose le plus, c'est comment ces univers virtuels et puis les comportements désinhibés, qui ont été soulignés tout à l'heure, vont avoir un impact sur la vraie vie, c'est-à-dire les vrais comportements. Je suis très sensible à la façon dont les gens conduisent. Je vais prendre un exemple très banal. Et il me semble que depuis quelques années, surtout avec la pandémie et tout un univers de contraintes qui ont été imposées, on s'aperçoit que les conducteurs, enfin un certain nombre, moi je suis convaincue que si on demandait est-ce que vous jouez régulièrement avec des jeux vidéo où il y a des voitures, on s'apercevrait, je pourrais presque mettre ma main au feu, que beaucoup de gens ont des habitudes, si vous voulez, de conduite réelle qui se rapprochent de la conduite en jeu vidéo. Et je me demande justement, bon, c'est un exemple, mais on pourrait multiplier les exemples. Donc, la question, c'est jusqu'où, finalement, cet univers est en train d'orienter des comportements sociaux, d'interaction, et vont avoir une influence sur les comportements réels. Pour moi, c'est vraiment une question très sérieuse parce que plus les gens, plus finalement, si vous voulez, dans les loisirs, les gens vont vers des jeux vidéo, plus à ce moment-là, le passage devient plus rapide, il me semble plus évident. Alors, imaginons la réalité virtuelle et puis des systèmes beaucoup plus, comment dire, qui orientent tout en étant, sans le montrer en fait,
eh ben, il me semble qu'à ce moment-là, on risque d'internaliser certains comportements puis de penser qu'ils sont socialement acceptables dans la vraie vie. Mais dans le cas de la conduite, je pensais à l'instant, peut-être que ça peut rendre aussi les gens à mieux conduire, parce qu'ils développent le réflexe dans les jeux vidéo, accident, qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être que ça pourrait avoir un effet bénéfique. J'imagine, c'est pas à ça que vous pensiez, mais… Non, ben, pas vraiment, parce que, bon, j'ai des garçons, puis j'en ai qui font des… Ils vont vite. qui vont sur les jeux vidéo, et puis j'en ai un qui est particulièrement, comment dirais-je, attentif à la conduite, et puis au contraire, je veux dire, quand vous voyez les jeux vidéo, ben, vous allez avec votre voiture, vous pouvez très bien foncer sur un feu de circulation, puis il n'y a rien qui se passe. Alors, je dirais qu'au contraire, il y a comme une espèce de décalage entre justement la réalité des effets dans la vraie vie et, en tout cas, moi, j'observe beaucoup, en tout cas à Québec, des gens enfin, des jeunes avec certains types de voitures, on va dire, qui justement dépassent comme si c'était sur un jeu vidéo. Bon, je serais curieuse de voir si on ne peut pas documenter ce genre de choses-là, parce qu'il me semble qu'on pourrait avoir plusieurs exemples, pas simplement dans les jeux vidéo, mais moi, ce qui me chic, enfin, si la culture dominante, c'est de dire que les activités de détente sont dans, comment dire, la réalité virtuelle ou les jeux vidéo, ben, ça veut dire que vous êtes de moins en moins dans le réel et dans le face-à-face. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, si tu veux réagir, Oriane, vas-y. Oui. En fait, je pense que je suis tout à fait d'accord quand on parle de peut-être jeux vidéo en réalité virtuelle. Là, je trouve ça intéressant comme réflexion. Je voudrais juste simplement nuancer de quoi on parle, parce que dans l'utilisation de la réalité virtuelle, il y a beaucoup de choses qui se font en jeux vidéo de réalité virtuelle, mais il y a tout un pan qui est plus industriel, mettons, où les expériences de réalité virtuelle sont des expériences de simulation qui permettent notamment aux secouristes, aux pompiers, aux médecins, en fait, de s'entraîner à réagir et à bien réagir à des situations réelles qu'ils vont vivre. Donc, bien sûr, il faudrait faire une étude là, sur les jeux vidéo puis voir comment ça influence les gestes de la vie à Québec. Mais je pense aussi que si on considère toute cette gamme d'expériences de réalité virtuelle, de simulation qui justement aident à mieux se préparer à la vie réelle, ça pourrait être intéressant en fait d'intégrer ça. Puis peut-être qu'on aurait des surprises de justement, dans la vie réelle, les gens réagissent mieux, les premiers secours sont plus efficaces parce qu'ils ont eu des entraînements avec de la simulation. Voilà, pour savoir s'il y a un accident tel ou tel, qui on doit sauver d'abord, quels sont les premiers réflexes, quels sont les premiers gestes. Vous me permettrez quand même un petit peu d'intervenir ici, parce que je trouve que vous faites, me semble, un amalgame entre, si vous voulez, les activités culturelles où finalement on se détend, et puis la finalité de travail. Pour moi, il y a quand même deux choses qui sont très différentes ici. Quand vous êtes en train d'apprendre, là c'est parce que je connais bien le milieu médical, quand vous êtes en train d'apprendre une manœuvre de réanimation, c'est évident que vous avez intérêt à, comment dirais-je, à simuler sur pas une personne vivante. Hein. Donc, effectivement, moi, je crois que vous avez raison de dire que ici, quand il s'agit comment dirais-je, de développer des comportements et puis des actions techniques, hein, en vue d'une fin bien précise, c'est autre chose que, si vous voulez, une activité de loisir, et puis qui devient une activité culturelle. Et c'est le point que je voudrais ici mettre vraiment une différence entre la finalité de l'activité par rapport à l'individu. Je crois qu'on peut très bien apprendre par simulation pour une finalité de travail professionnel bien précise, mais la question des loisirs, de la culture, pour moi, va se poser quand même autrement. Absolument, et c'est pas, je veux dire, désolée si je me suis mal exprimée, c'est pas du tout un amalgame de ma part. Je voulais juste dire que la question, c'était plutôt qui accompagne le développement de la réalité virtuelle, puis je voulais mentionner que de quelle réalité virtuelle on parle. C'est pas que les jeux, puis il n'y a pas que les jeux vidéo ou les activités culturelles en réalité virtuelle. Dave, tu nous fais une synthèse? Non, c'est pas obligé. Donne-nous plutôt ton… Pour la question le plus gros enjeu éthique, en dehors de mon domaine spécifique là, de recherche sur les robotiques,
je dirais, mais qui est tiré en fait de notre recherche là-dessus, c'est si on imagine que dans quelques années, les métavers seront essentiellement donc des environnements immersifs en réalité virtuelle qui vont nous permettre de faire toutes sortes de choses, de socialiser, de faire des expériences. Bref, c'est tout à fait intéressant et ça offre bien sûr toutes sortes d'opportunités d'épanouissement, d'expression de soi pour plein de personnes. C'est extraordinaire. Mais évidemment, il y a toujours un système de filtrage. Donc, comme ce sera évidemment un univers qui va être contrôlé par l'algorithmique, par des portails, par des infrastructures, par des plateformes et ainsi de suite, et bien sûr par des intérêts économiques qui se trouvent derrière ça, il y aura aussi un nudging, des influences qui sont basées sur l'algorithmique préférentielle ou ce qu'on appelle les recommender systems. Alors, les systèmes de recommandation qu'on utilise déjà nous montrent une version minuscule du web. Hein. C'est le cas quand vous êtes sur Netflix, il faut que vous éduquez votre algorithme parce qu'il va vous ramener à une bulle toute petite. Et on parle de la découvrabilité, hein, c'est un thème très important, de la culture qui est disponible dans l'univers numérique. J'ai peur que ce soit un peu la même chose. Je dirais que c'est un risque éthique majeur d'enfermer les gens dans des expériences de mimétique, dans des bulles filtrantes, hein, pour faire un écho aux médias sociaux numériques. Alors, je me méfierais justement de ces mécanismes d'orientation et de contrôle indirect subtil qui vont créer l'illusion que le métavers n'est qu'une petite partie de la réalité et renvoyer la personne à elle-même constamment avec toutes les conséquences qu'on sait avec les gens qui occupent Ottawa parce qu'ils sont dans une bulle de désinformation qui ne les a pas amenés à questionner une analyse très grossière de la réalité et ainsi de suite. Eh bien, j'ai l'impression que ces risques-là, c'est comme un continuum dans les univers immersifs du métavers qui va faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté peut-être à véritablement vivre les promesses que ça peut nous offrir. Est-ce que tu vois comment on pourrait éviter ça, en mettant du random, paf, on t'envoie quelque part et puis… En fait, oui, il y a des moyens techniques de favoriser, par exemple, la découvrabilité, la diversité, l'exploration, la curiosité. On sait comment le faire. Le problème, c'est l'absence de régulation. Alors, soit on crée un système qui va inciter les entreprises derrière le métavers à utiliser ça, ou soit au contraire, on utilise des lois, de la réglementation et des instances de gouvernance qui vont forcer la main au secteur des technologies à garder ce web-là ouvert. C'est la même chose avec les moteurs de recherche. Hein. La faible littératie numérique fait en sorte que les gens ne font pas de la bonne recherche sur le web de manière générale. Ils font beaucoup trop confiance à Google sans comprendre les mécanismes publicitaires. Donc tous ces problèmes-là qui sont familiers pour nous depuis 20 ans dans l'univers numérique qui s'est constitué vont se répertorier évidemment dans le Web 3.0. Et on n'a pas trouvé on n'est pas parvenu à des consensus de société, des consensus mondiaux ou locaux. On est en train à peine de commencer à prendre au sérieux ces problèmes-là. Alors, je ne suis pas très confiant là, pour l'avenir des métavers. Si. Alors, ma question suivante est un peu technique. Pour l'expliquer rapidement, dans la littérature sur les jeux vidéo, là, on parle du dilemme du joueur pour expliquer que, en fait, la plupart des joueurs vont trouver parfaitement acceptable de tuer des personnages non joueurs dans un jeu vidéo ou dans une réalité virtuelle. Et en revanche, ils ne vont pas être à l'aise avec le fait qu'un jeu vidéo permette d'avoir des relations pédophiles. Et le dilemme, c'est pourtant dans les deux cas, il n'y a pas de tort qui est fait à personne, puisqu'il s'agit de personnages non joueurs. Et en même temps, on garde, la plupart des gens ont cette intuition que le meurtre virtuel, c'est OK, la pédophilie virtuelle, c'est pas OK. On a d'autres asymétries comme ça entre le monde, entre la moralité dans le monde non virtuel et puis la moralité dans le monde virtuel. Et un exemple que je donnais ce matin, mais sur lequel je ne vais pas revenir, c'est l'intuition de l'animal digital. Et je voulais savoir si ça vous inspirait des réflexions ou des commentaires, cette espèce d'asymétrie entre la moralité dans le monde virtuel et puis en dehors.
Alors, ben, si je peux intervenir en premier, ben, j'ai travaillé un peu sur cette question-là, mais assez en surface, parce que je trouve que c'est une bonne manière quand j'enseigne à mes étudiants en classe, c'est une bonne manière de leur confronter une question. Bon, ben, vous avez joué à des jeux vidéo violents. Ces jeux-là, ils vous ont pas causé de soucis moraux, mais est-ce que vous serez prêt à dire que si vous jouez à un Custer's Revenge ou à un Replay, tu as parlé de Replay justement, je pense, ce matin, est-ce que vous serez capable quand même d'avoir la même attitude et de vous dire ben, c'est juste un jeu de toute façon? Et puis, mais je pense que le dilemme, je pense que c'est l'effet du dilemme qui est intéressant ici, mais le dilemme en soi, je ne sais pas à quel point c'en est un parce que je pense qu'il y a quand même, on peut comprendre qu'il y a quand même une catégorie, il y a des catégories de personnes qui sont souvent représentées comme justement qui sont des victimes, puis qui doivent être représentées comme telles. Et on doit respecter ça, en ce sens que, par exemple, dans le cas si on parle du cas de la pédophilie virtuelle, on n'en retrouve pas vraiment dans l'industrie du jeu vidéo. En fait, toute violence envers les enfants, c'est vide. On ne retrouve pas ça dans le jeu vidéo. Je pense qu'il y a même des jeux de tir où on ne peut juste pas tirer sur les enfants, quoi. Ben, par exemple, dans un jeu comme Grand Theft Auto, ben, il n'y en a pas d'enfants. On évolue dans un monde urbain peuplé. Les trottoirs sont pleins, mais il n'y a pas d'enfants. Dans d'autres, des jeux de rôle, on peut... c'est pas ça le but du jeu, mais on pourrait tomber dans une croisade génocidaire puis s'amuser à détruire tout le monde, gentil ou méchant, peu importe, hein, sans faire de discrimination. Les enfants, eux, on ne peut pas les toucher. Ils sont invulnérables, ils vont sauver, rien ne va leur arriver. Donc, il y a déjà une asymétrie, on dirait, qui est acceptée dans la culture vidéoludique au sens large. Ensuite, je pense aussi que l'effet est fort parce que je pense que si on pense, on voit le jeu vidéo comme une manière de raconter des histoires, de traiter de thèmes sérieux, sensibles, de la même manière que le cinéma ou la littérature. Là, tout d'un coup aussi, l'effet du dilemme, il est moins fort qu'il apparaît parce que, bon, on peut, par exemple, je pense à Keys of a Game Space, qui est un jeu qui a été fait par un professeur à l'Université de Lorraine en France, Sébastien Jeanlot, qui va traiter de la pédophilie, mais il va le faire avec délicatesse, c'est-à-dire sans avoir de représentation irrécevable, parce que, évidemment, ça inclut ça implique la pornographie juvénile, hein, peu importe que ce soit fictif ou pas, on s'en sort pas, c'est irrécevable. Et puis, bon, comment il va faire, c'est simplement en faisant naître le souvenir de l'agresseur à son personnage, finalement. Donc, c'est sûr que c'est pas de la même manière si on ne fait pas faire des actes pédophiles, mais on est capable de traiter de cette question-là. Et là, une fois, on réalise que oui, on peut traiter de ces questions-là de manière égale, que ce soit de mettre en scène le meurtre ou de mettre en scène la pédophilie. Mais là, d'un coup, je trouve que l'effet, il perd un peu de sa force. Alors, oui, mais je pense que c'est un très bon point de départ pour lancer un débat en classe, notamment. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur cette question. Ce que je trouve intéressant de ce qui vient d'être dit, c'est que avec les exemples qui ont été donnés, c'est qu'il y a comme quelque chose qui s'appelle des tabous moraux universels. Et peut-être que là, on en a touché un. Et que la question de la violence est beaucoup plus complexe. Mais qu'il y a des mises en scène de violence qui sont des tabous moraux universels. C'est un peu moi, personnellement, j'ai abouti à ça. Parce que la question de la violence est très complexe. Et puis, justement, les humains, c'est un monde où il y a vraiment comment dirais-je, des conflits. Alors, la question morale des conflits, je serais intéressée de voir dans quelle mesure, par exemple, les grands thèmes qu'on examine là, quand on fait de la philosophie de l'Antiquité ou de l'histoire de l'Antiquité avec toute la tragédie grecque où c'est des histoires horribles, hein, le père qui tue sa fille, le fils qui couche avec sa mère, etc. Enfin, je veux dire, c'est une mise en scène de tabous moraux qui ont été faits par la tragédie grecque. Alors, évidemment, c'est sur des registres qui ne sont pas des registres de simulation. Et ça, pour moi, ça fait une différence. Pourtant, dans la tragédie grecque, on mettait en scène pour créer une catharsis. Alors,
je ne ferai pas plus d'analogies, mais peut-être que dans la réalité virtuelle, il y a quand même quelque chose de l'ordre de cette catharsis qu'on met en scène, mais on voit bien qu'il y a certains tabous moraux qui restent. Et peut-être qu'ils sont tout simplement universels et que c'est notre façon contemporaine de toucher à ces limites du tragique humain. Peut-être pour compléter ce qui a été dit sans répéter, en fait, moi, il y a deux choses en lien avec la sexualité, justement, ça va me permettre de rebondir sur ce que Marie-Hélène disait à propos des tabous. Ce qu'on constate, en fait, dans la recherche aussi sur les jeux vidéo et d'autres médias, en fait, numériques, c'est que les valeurs, et en particulier le puritanisme américain, est devenu la norme dans l'univers numérique et ça risque d'être le cas dans le métavers. Par exemple, les jeux vidéo extrêmement violents qui sont accessibles à des enfants, ça ne pose pas vraiment de problème. La violence, la monstration de la violence, elle est beaucoup moins légiférée, elle est beaucoup moins taboue. Par contre, la nudité ou l'intimité, alors c'est très facile. Alors, si on regarde, par exemple, dans les cultures d'Asie de l'Est, où on a beaucoup étudié, là, nous, justement, ce qui se faisait comme production en jeux vidéo et en particulier en réalité virtuelle, il y a une accessibilité plus grande à l'érotisme, l'expression de l'érotisme, mais pas nécessairement de la nudité. Donc, on va censurer, par exemple, très discrètement, par exemple, les mamelons ou censurer les parties génitales, mais on va mettre un contexte très érotique, explicite, accessible à des adolescents. Alors qu'aux États-Unis, c'est 18 ans et plus automatiquement dès qu'il y a des allusions à la sexualité. Donc, les normes des entreprises américaines, leurs propres tabous, sont en train d'influencer aussi la manière dont on conçoit l'espace numérique et ça sera le continuum. Et autre chose sur la symétrie. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir est-ce que les gens qui ont des rapports sexuels en utilisant l'haptique et la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les autres, la télédildonique et ainsi de suite, là, toutes les technologies qui sont interconnectées avec l'expérience d'immersion et de présence, eh bien, il y a une grande incertitude sur est-ce que, par exemple, c'est une vraie relation sexuelle ou pas. Donc, on est dans l'exploration, en fait, de fantasme. On est à mi-chemin entre une expérience réelle et un fantasme, c'est-à-dire qu'une dimension qui est réelle, qui est présentielle et qui est immersive, qui est sensoriellement plus forte, qui est expérientiellement plus forte. Mais en même temps, il y a une distanciation qui fait en sorte qu'on est plus audacieux dans ce qu'on fait, on explore. Dernière étude qui est sortie là, il y a 2 semaines dans le Journal of Sex Research, les premières données sur les utilisateurs, donc avec un nombre suffisant de participants pour que ça ait une valeur intéressante du point de vue statistique, nous montrent qu'en fait, plus les gens sont religieux et plus ils ont envie d'expérimenter avec la réalité virtuelle en matière de sexualité, et plus ils le font d'ailleurs. Et même chose pour, par exemple, les chatbots érotiques et ainsi de suite. Donc, contrairement à par exemple, à notre idée générale, pour les gens très religieux, c'est une hypothèse interprétative, l'expérimentation de la sexualité via les technologies numériques plus interactives et immersives est moins grave, moralement parlant, étant donné leur système de valeurs, qu'une sexualité qui est explorée réellement, et en particulier pour les personnes religieuses qui sont bisexuelles et qui sont homosexuelles, parce qu'il y a de la culpabilité, bien sûr, associée aux croyances religieuses. Donc, on est en train de vivre, en fait, une expérimentation très intéressante sur des formes d'asymétrie qui vont remettre en question ce qu'on considère ce qui est réel, virtuel, interdit, tabou, versus... en tout cas, bref, je voulais juste le mentionner. Cool, merci. Ariane, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense que tout ce qui a été dit était très intéressant. Je n'ai pas plus de choses à ajouter sur cette question. Ma question suivante, qui risque d'être la dernière, même. Je devrais m'arrêter là, mais si quelqu'un a un mot à dire, je vais quand même la poser. C'est sur cette idée d'utopie virtuelle. Il y a des auteurs comme David Chalmers dans son dernier livre Reality Plus ou John Danaher qui disent en gros que ça pourrait être tout à fait un choix rationnel de migrer vers la réalité virtuelle. En tout cas, qu'on pourrait tout à fait avoir une vie épanouie dans la réalité virtuelle, et non seulement une vie épanouie, mais une vie relativement égalitaire, au sens où tous les biens matériels
dans la réalité virtuelle sont juste du code. Donc, on veut changer de vêtements, on veut avoir des vêtements de luxe, on peut l'avoir, on va habiter dans un château, on peut l'avoir, etc. Et donc, je voulais, qu'est-ce que ça évoque aux uns et aux autres, cette possibilité d'une utopie virtuelle. Juste par précision, on imagine une machine qui va nous nourrir aussi, qui va nous maintenir en bonne condition physique. Ouais, si c'est pour du long terme, mais ça peut aussi être, on revient quelques heures par jour pour manger et puis on... Parce que je pense que tu as déjà donné une bonne piste parce que cette machine-là, admettons, si je suis dans cette réalité virtuelle-là et tous mes désirs, je les réalise comme je les veux. Hein. Je veux telle pièce de vêtement, ben, je le souhaite puis je le reçois. Ben, puis que moi, je vis ma vie là-dedans, ben, il me semble que là, c'est peut-être des facultés cognitives qui vont être affaiblies. C'est-à-dire que si j'ai tout ce que je désire au fur et à mesure, ben, je n'ai jamais besoin de planifier, de travailler, de mettre des efforts pour aller chercher, pour aller accomplir ces objectifs-là que je me donne, parce que j'ai juste besoin de les souhaiter pour les avoir. Donc là, je pense qu'il y aurait quelque chose au niveau cognitif. Sinon, il n'y a rien qui me vient d'autre en tête. Là. Je ne sais pas si d'autres vont intervenir rapidement. C'est-à-dire que moi, une vie épanouie sans la chair, je trouve ça un peu quand même étrange. C'est-à-dire que là, c'est comme si on faisait abstraction du corps, mais le corps, il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il bouge. Je veux dire, c'est à moins de rentrer dans une machine ou de devenir une machine, et moi, ça ne me paraît pas un idéal de vie très intéressant. Il faut dire, la bande dessinée qui est derrière moi, c'est un extrait de Half-Life, qui est une bande dessinée de Caden et Falzon, qui décrit comme ça un monde qui est assez... il y a beaucoup de sexualité, parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, donc ils font apparaître plein de sexualité, mais effectivement, il y a des problèmes très matériels qui continuent à se poser, et le corps est dans des espèces d'œufs, un peu comme dans Matrix, là. Mais c'est comme une version non dystopique de Matrix. Oui, enfin, c'est du Walt Disney, quoi. Ah, c'est mieux. C'est plus original, plus intéressant. Ça fait plus réfléchir. Est-ce qu'une dernière intervention là-dessus, mais sinon notre temps est... Moi, je veux bien dire, d'abord, je pense, personnellement, je ne crois pas du tout à cette idée de pouvoir s'immerger là, à long terme dans une réalité virtuelle ou une réalité augmentée. Je pense que la réalité physique sera toujours là, comme on le disait là aussi, parce que Marie-Hélène le disait, on est cher là d'abord. Ceci dit, je pense que notamment les plateformes de social VR permettent certaines choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire des gens qui ont des niveaux sociaux différents, qui sont d'endroits différents dans le monde, même aussi par exemple des gens qui sont porteurs de handicap et qui dans la vie réelle ont des difficultés à se mouvoir ou ont le regard de l'autre en fait, qui ne leur permet pas d'avoir des relations sociales aussi facilement que s'ils pouvaient marcher, par exemple. Mais dans le social VR, on a des relations sociales qui se nouent comme ça, justement parce qu'on n'est pas corporel, enfin on a un avatar, mais sans avoir le jugement de l'autre, le côté social, le côté géographique qui est un enjeu. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet certaines choses. On a parlé des écueils de la réalité virtuelle tout à l'heure. Là, je voudrais inciter aussi sur ce que ça permet de faire et dire aussi qu'il y a une distinction qui a été faite entre le virtuel et le réel. Je ne suis pas si sûre que ça. Je pense que le virtuel est réel. Il y a des vraies relations qui se nouent dans le virtuel, des amitiés, des amours. Et je ne ferai pas, c'est peut-être mon point de vue personnel, mais une distinction aussi claire entre, d'un côté, la vraie vie et puis d'autre côté, la vie en réalité virtuelle. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la réalité virtuelle, mais c'est du virtuel, qui sont autant, voire peut-être plus vrais que d'autres rapports qui se passent dans la vie physique. Mais c'est peut-être juste mon... Mais ouais, les Chalmers et Danaher que j'évoquais, là, ils ont vraiment cette idée qu'il y a la réalité virtuelle et réelle. Elle est juste non physique, quoi. Dave, est-ce que tu as un mot de conclusion?
Oui, je dirais, en continuité de ce que Oriane a dit, je suis totalement d'accord avec elle. Je pense qu'on doit voir la réalité virtuelle comme le continuum de notre réalité, qui n'est pas juste le continuum de la réalité technologique, mais sociale, culturelle, expérientielle, et il y a un potentiel d'épanouissement qui est réel là-dedans. Je terminerai en disant peut-être, par contre, qu'on est à la phase où on doit commencer, et rapidement, à envisager un peu comme les environnements artificiels qu'on a créés, par exemple les villes. Alors, on a créé des domaines de recherche très spécifiques, l'urbanisme, l'architecture, pour réaliser un univers artificiel humain qui est beaucoup plus susceptible de favoriser l'épanouissement. C'est d'ailleurs le problème qu'on n'écoute pas suffisamment nos architectes et nos urbanistes et qui font en sorte que nos villes ont été mal planifiées. Et après, on regrette, on doit refaire nos villes, favoriser le transport en commun, les espaces verts et ainsi de suite. Je pense qu'on doit former une génération très rapidement de manière transdisciplinaire, l'équivalent d'architectes et d'urbanistes pour le monde virtuel, pour le concevoir d'une manière qui va favoriser cet épanouissement-là, qui va favoriser une socialisation qui va être positive, qui va favoriser la curiosité, le plaisir, la découverte, le respect, des valeurs, en fait, qu'on sait qui fonctionnent bien et qui se mesurent de manière psychométrique, que l'on peut étudier scientifiquement et que l'on peut expérimenter en laboratoire et ainsi de suite. Et un travail, finalement, de design qui va nécessairement aussi dans le sens de l'art, des artistes, des créateurs qui veulent créer des expériences pour les êtres humains, pour nous faire nous dépasser. Pour l'instant, on confie ça finalement davantage à des gens du marketing qui veulent faire des endroits qui vont créer davantage de l'addiction, de la valeur ajoutée, comme on le disait tout à l'heure, avec possiblement de la biométrie qui va avoir des données encore plus précises pour augmenter la captivation, les facteurs de captivité finalement dans ces univers-là. Donc, je dirais que l'architecture, l'urbanisme, l'histoire des villes, des environnements artificiels devrait nous enseigner quelque chose sur le futur du métavers dans la planification de ce qui pourrait être une utopie au sens modeste du terme. Mais je veux juste rajouter peut-être une chose, c'est que là, depuis la pandémie, les villes investissent dans des artistes pour faire de l'art urbain en réalité augmentée et réalité virtuelle. C'est ultra intéressant parce que ça crée en fait des choses, des activités, ça transforme les bâtiments et ça crée une ville comme augmentée là. Et vous permettrez que je sois moins enthousiaste par rapport à ce scénario sympathique, mais mon expérience de la philosophie de la technique montre que les technologies sont à la fois positives et négatives. Et puis, je crois qu'on ne peut pas simplement avoir une espèce d'utopie à proposer aux citoyens aussi, disons, positive sans penser le négatif, surtout avec le diagnostic qu'on a posé jusqu'ici. Il me semble que c'est pour le moins assez mal engagé. Bon, alors sur cette note optimiste et plus pessimiste, on va terminer notre table ronde.